On en parle. La Commission européenne annonçait mardi dernier la mise en place d'une série de mesures pour renforcer le contrôle des frontières européennes en triplant le budget alloué à la surveillance des frontières au cours des 5 prochaines années pour atteindre la somme de 322 millions de dollars. Et pendant ce temps, aux États-Unis, faut-il rappeler que la course à l'investiture du Parti républicain s'est cristallisée la semaine dernière autour d'une déclaration choc, celle du candidat Donald Trump qui a déclaré vouloir empêcher les musulmans d'entrer aux États-Unis. Dans ce contexte de peur, de méfiance, de paranoïa, nous avons confié la lecture de 2 essais pertinents sur les frontières et bien sûr les murs, les frontières mondialisées de Sabine Dulin et Étienne Forestier, ouvrage collectif en fait, et Xénophobie Business de Claire Rodier qui est paru il y a 3 ans mais qui est très pertinent à l'heure actuelle. Évidemment, nous en avons confié la lecture à notre collaboratrice bien-aimée Elisabeth Vallet, professeure au département de géographie de l'UQAM et chercheure à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Les frontières et les murs, Elisabeth Vallet, c'est l'une de vos spécialités. Vous êtes même devenue depuis quelques années l'une des grandes spécialistes mondiales des frontières et des murs consultées par The Economist, par le journal Le Monde, par exemple. C'est important de le dire. Alors, c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Alors, évidemment, quand vous lisez des essais à ce sujet, vous êtes critique. C'est normal. Alors, le premier des deux, dont on va parler aujourd'hui, Les frontières mondialisées, c'est un ouvrage collectif. Oui. Ça a des défauts, des qualités, des ouvrages collectifs. Oui, mais l'ouvrage collectif suppose qu'on a une rupture de plume tout au long, à chaque changement de chapitre. Oui. Donc, un manque de cohésion parfois aussi, par expérience personnelle. Je trouve pas ça toujours facile, moi, de lire en des fait, pour ouvrages réussir un bon collectif, il faut le réécrire du début jusqu'à la fin. Oui. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Donc, on a des qui fonctionnent en forme de clichés, de regards pointus sur certains aspects de ces frontières mondialisées. Mais si on le prend comme des clichés individuels, dans ce cas-là, c'est un livre qui est assez exceptionnel parce qu'il fait le tour d'un certain nombre de problèmes liés à cette nouvelle nature de la frontière dans un monde globalisé. Et ce qu'il dit, qui est un constat qu'on fait par ailleurs, mais qui est fait de manière... C'est un tout petit livre, d'ailleurs, vous le voyez, je pense qu'on on est à 95 pages de texte, mais c'est extrêmement dense, donc c'est très théorique, c'est très intellectuel et très plaisant. On parle beaucoup de plasticité de la frontière. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, plasticité et multiplicité des frontières, Elisabeth Vallet? On a l'habitude de voir la frontière comme une ligne. L'ordre westphalien avait établi ça, c'est-à-dire qu'au moment où les États-nations sont apparus, ils ont défini une sorte d'épiderme qui était la frontière, une ligne tracée, définie, qui marquait la limite à laquelle s'arrêtait leur souveraineté et donc leur format juridique, leur système juridique. Et si on franchissait cette ligne, on embarquait dans un autre ordre juridique et on tombait dans un autre univers souverain. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les frontières ne sont plus ça. Les frontières ne sont plus des lignes, ce sont des zones. Ce sont des matières plastiques, des matières malléables. Et preuve en est, la frontière ne représente plus la même chose pour tout le monde. On pouvait imaginer, donc comme je disais, qu'au moment où on franchissait la frontière, on se voyait tous dire qu'on changeait d'ordre juridique, on devait montrer patte blanche, de territoire, passeport, de pays, etc. Oui. Aujourd'hui, ça va changer selon si vous êtes migrant, légal ou illégal, citoyen ou non-citoyen, appartenant à l'espace Schengen ou à l'ALENA ou pas, appartenant à un pays du Sud ou à un pays du Nord. On le voit très nettement, on organise tous les 2 ans, on en a un en mai, on a un colloque sur les murs, on fait venir, on a des gens qui viennent de partout dans le monde, on a des gens qui viennent du Népal, qui viennent d'Inde, qui viennent des Émirats Arabes Unis, et notre inquiétude à chaque fois, c'est qui va obtenir son visa. On peut espérer qu'avec l'ère Trudeau, les choses changent. Ah oui, mais parce que c'était compliqué, avec le gouvernement précédent. Il y a même des écrivains qui se sont vus interdire l'accès au Canada. C'est ça. Donc, on voyait qu'on pouvait avoir des universitaires travaillant sur les mêmes choses, ayant le même statut, qui, en fonction du passeport qu'ils détenaient, n'avaient pas la même facilité à franchir la frontière. Ça va au point où, si vous êtes un homme ou une femme et que vous traversez de manière illégale d'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis, vous n'allez même pas être traité de la même façon. Si vous êtes une femme, vous allez intégrer dans votre processus migratoire le fait que vous allez être violée, ce qui fait que les femmes d'Amérique centrale, dans leur processus migratoire, prennent la pilule abortive. Ça fait partie, la pilule contraceptive. Ça fait partie de la démarche migratoire. Donc, ça prouve que cette frontière n'est plus une ligne continue et égale pour tout le monde, mais une ligne pixelisée dont on va subir l'imperméabilité ou la perméabilité de manière différente suivant qui on est. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'État islamique aussi, qui réclame des territoires, donc qui trace des frontières? Oui. Alors, c'est très intéressant. Justement, on va en parler avec le travail de Nicolas Hénin, qui a raconté son expérience, donc
sur le territoire de l'État islamique. Et on a tendance à présenter ce phénomène comme étant une espèce d'hydre monstrueuse qui est venue pour envahir le nord, parce qu'il y a vraiment cette vision de la Syrie, une partie de l'Irak à l'heure actuelle. Oui. C'est ça, mais surtout les pays, du point de vue des pays occidentaux, on le voit comme justement étant déterritorialisés, ayant des visées déterritorialisées. Oui. Et c'est un petit peu ce que cherche à montrer l'auteur de ce chapitre dans cet ouvrage. Et à la fois, j'ai le sentiment que le terrorisme est vraiment le terrorisme local, donc global local, et que l'enracinement local du terrorisme, on le sous-estime énormément, y compris dans le cas de l'État islamique. Et le moment où on voit justement l'État islamique sortir de l'espace dans lequel il s'est défini, donc il se définit comme étant en Syrie et en Irak, c'est ça sa dénomination. Oui. Lorsqu'il sort de ça, c'est parce qu'il a des problèmes de type territorial. On voit la même chose avec Boko Haram. Donc l'enracinement local du terrorisme est vraiment sous-estimé dans les réponses que nous, occidentaux, avons en termes de surveillance et en termes de militarisation. On néglige le fait qu'il faut d'abord régler le problème à la base. C'est aussi ça dont on parle. À lire donc quand même, court essai, Les frontières mondialisées, c'est paru récemment aux presses universitaires de France. Parlons de xénophobie business de Claire Odier. Et c'est paru à La Découverte en 2012, mais qui devient de plus en plus pertinent à la lumière de ce qui est en train de se passer, alors que la sécurité est devenue depuis quelques années un véritable marché très lucratif, Elisabeth Vallée. Tout à fait. Ouais. Et c'est intéressant de relire ce livre aujourd'hui parce qu'il n'a perdu pratiquement aucune actualité. Et il y a d'ailleurs un chapitre dans le livre précédent de Damien Simoneau sur la militarisation de la frontière. Les deux vont ensemble avec des styles d'écriture différents, mais où on parle du fait qu'elle dit le chat, donc les entreprises qui ont pris ce marché, qui représente des millions et des millions de dollars, qui ont mis la main dessus, le chat a de temps en temps intérêt à laisser passer quelques souris parce que il entretient cette sensation d'insécurité. Donc elle dit, on crée des goulots d'étranglement, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment envie, de fermer les frontières et donc elle parle de cette espèce de complexité, de ce complexe militaro-industriel de la guerre froide qui s'est trouvé sans emploi au milieu des années 90 et a viré donc du côté de la sécurité. Oui. Et puis elle dit surtout, elle pose une question qui est une excellente question de mémoire ou de doctorat, et je lance ça aux étudiants qui nous écoutent. Elle dit, je cherche des idées. C'est ça. Il serait intéressant de connaître le nombre de nouvelles routes migratoires qui s'ouvrent à chaque fois qu'on verrouille un point de passage, parce qu'elle explique très bien comment, lorsqu'on a verrouillé Gibraltar, les routes migratoires se sont déplacées vers les Canaries. Quand on a verrouillé cette zone-là, ça s'est déplacé vers la Libye. Et au fur et à mesure qu'on a verrouillé, ça s'est déplacé vers l'Est jusqu'à passer par la zone de la Grèce. Et ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau dans le phénomène migratoire. Il n'y a rien de nouveau dans ces flux que l'on voit. Oui. La différence, c'est que on essaye de mettre le doigt dans la digue. C'est l'histoire des patins d'argent où le petit garçon met le doigt dans la digue toute la nuit. Moi, je trouve à chaque fois, ça me fait cet effet-là. C'est s'il enlève le doigt, tout saute. C'est un petit peu ce qu'on essaie. On essaye de mettre le doigt dans la digue, mais pendant ce temps-là, il y a d'autres trous qui arrivent. Donc, il y a une illusion à vouloir fermer les frontières. Et à ériger des murs, ce qu'on fait de plus en plus. On en a beaucoup parlé au cours des 5 dernières années avec vous, Elisabeth Vallée, à cette émission où il y en a de plus en plus partout dans le monde. Il y a même des projets. Il y a en fait 66 murs aujourd'hui qui sont construits ou en voie de construction dans le monde, qui représentent au total l'équivalent de la circonférence terrestre. Dans un monde sans frontières, c'est complètement aberrant. Et c'est donc ce dont parlent ces deux livres. C'est ce renforcement, cette militarisation d'un côté, à des coûts qui sont colossaux pour les finances publiques. Parce que c'est l'équivalent. 322 millions, le budget de cette nouvelle agence qu'on va mettre sur pied à la Commission européenne. Oui. Et construire un mur, c'est comme si on construisait un échangeur que l'on va devoir de toute manière entretenir, ou une autoroute qu'on va devoir entretenir, donc qui pèse extrêmement lourd sur les finances publiques. Ça ne construit pas, ça ne permet pas une entreprise, une économie de fonctionner. Ça va fonctionner le bâtiment pendant quelques temps, mais pas longtemps. Oui. Donc c'est quelque chose qui va peser lourd sur les finances publiques et qui n'empêchera pas les flux de migrants, qui va juste les détourner et tuer. Voilà, donc ces deux essais sont à lire. On va en placer évidemment les références, Elisabeth Vallée, sur notre site web. Merci beaucoup. Plus on est de fous, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault. Sur ICI Radio-Canada, première.